Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits vraiment intéressants de psychologie et succès en trading. Et la question au cœur de notre discussion, c'est pourquoi, dans ce monde si volatile du trading, la réussite semble souvent dépendre moins de la stratégie parfaite que de quelque chose de beaucoup plus intime, l'état d'esprit du trader. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu cette idée qui peut paraître contre-intuitive. On voit tellement de gens qui cherchent à réussir en trading, ils passent un temps fou, une énergie considérable à chercher le Saint Graal, quoi, la stratégie infaillible. On change d'indicateur, on passe d'un marché à l'autre, on collectionne les mentors, les formations, et pourtant bien souvent, les résultats, eux, ils bougent pas. Ils stagnent. Alors, la question qui revient tout le temps, c'est mais pourquoi? Et si on se fie à nos sources du jour, la clé, elle n'est pas seulement dans les graphiques ou dans la complexité des algos. Non, il semblerait que le facteur décisif soit ailleurs, plus profondément en nous en fait. Alors, explorons ça ensemble. Un des points de départ les plus forts, je trouve, dans ces textes, c'est cette affirmation. La performance en trading, elle découle moins de la stratégie qu'on choisit que de l'individu, de la personne qui l'applique. Il y a une image qui est utilisée que je trouve très parlante. La stratégie est l'outil, mais l'identité est la main qui tient l'outil. Ça change quand même pas mal la perspective habituelle, non? Ça suggère que même le meilleur outil du monde, il sert à rien si la main qui le tient tremble ou hésite. Ah oui, absolument. Et c'est une idée fondamentale, vraiment. Ça réoriente complètement la démarche. Au lieu de mettre toute son énergie à chercher à l'extérieur, la prochaine solution miracle, le nouvel indicateur à la mode, eh bien, l'attention, elle se déplace vers l'intérieur, vers le développement de soi en tant que trader. Et pourquoi c'est si important ce déplacement? Parce que l'état psychologique du trader, sa patience, sa discipline, sa façon de gérer la peur, ou au contraire l'euphorie et l'avidité, tout ça, ça conditionne directement sa capacité à suivre n'importe quelle stratégie, en fait, de manière cohérente. Même une stratégie qui est statistiquement gagnante, elle peut être complètement ruinée par une exécution, disons, erratique. C'est intéressant parce que ça va un peu à l'encontre de l'image qu'on a souvent du trader génial, celui qui réussit grâce à son intelligence pure ou à une analyse technique incroyable. On imagine les écrans, les courbes complexes, les calculs. Mais si je comprends bien ce que vous dites, les sources suggèrent que le marché, lui, il récompense autre chose. C'est exactement ça que les extraits soulignent. On pourrait croire, oui, que le marché est une sorte d'entité logique, qui récompense l'analyse la plus pointue, le timing parfait. Mais ce que les sources suggèrent, c'est que le marché, comme il est le reflet des émotions et des décisions humaines de tout le monde, il récompense surtout des qualités psychologiques. Intrinsèque. Et quelles sont ces qualités? La patience. Attendre parfois des heures, des jours, la bonne configuration, celle définie par sa stratégie. Sans céder à l'ennui ou à l'impatience. La maîtrise émotionnelle aussi. Pour pas dévier de son plan quand ça bouge beaucoup, quand les émotions montent, la peur, l'excitation. Et surtout, la discipline. La discipline pour exécuter son plan, entrer, gérer, sortir comme prévu. Même quand l'instinct nous dit de faire le contraire, ou que notre ego refuse d'accepter une petite perte. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est ça. Cette primauté du psychologique sur le technique pour avoir des résultats constants. Et pour illustrer ça, il y a cet exemple qui est assez saisissant, je trouve, dans nos lectures. Imaginons deux traders. Ils utilisent la même stratégie, exactement la même. Ils voient le même signal au même moment sur le même graphique. Ils pourraient même entrer au même prix. Et pourtant, à la fin, leurs résultats peuvent être complètement opposés. L'un gagne, l'autre perd. La conclusion des sources est claire. La différence n'est pas dans les chandeliers, elle est dans la tête. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la tête pour expliquer ça? C'est là que tout le théâtre des émotions individuelles entre en jeu. C'est ça qui crée les différences, même si le point de départ est le même. Prenons l'exemple. Trader A. Peut-être qu'il sort d'une perte, il est encore marqué. La peur domine. Il voit le signal, mais il hésite. Et si ça se retourne tout de suite, il attend une confirmation de plus. Elle vient pas assez vite. Il rate le point d'entrée. Ou alors il entre, mais dès que ça bouge un peu contre lui, panique. Il coupe sa position trop tôt, il prend un gain minuscule ou une petite perte alors que la stratégie disait de le laisser courir, qu'il y avait un potentiel bien plus grand. Son exécution, elle est dictée par la peur. La peur d'avoir tort, de perdre encore. Maintenant, le trader B. Lui, peut-être qu'il est sur une bonne série. L'avidité commence à pointer le bout de son nez. Il voit le même signal, il entre bien, le trade va dans le bon sens, super. Mais quand le signal de sortie de la stratégie arrive, qui dit c'est le moment de prendre les profits,
L'avidité du chuchote. Attends, ça peut monter encore, sors pas maintenant. Il ignore le plan, il espère gagner encore plus, et paf, le marché se retourne. Ce qui était un joli gain devient une perte. Autre possibilité liée à l'avidité, il prend une position beaucoup trop grosse pour son capital. Du coup, la moindre petite variation devient émotionnellement insupportable, même si la stratégie est bonne. Dans les deux cas A et B, même info, même stratégie. Mais leur filtre psychologique, la peur pour l'un, l'avidité pour l'autre, a complètement faussé l'exécution, et donc le résultat final. C'est fou de voir comment, avec les mêmes données, les réactions peuvent être si différentes. Et ça nous amène à ce chiffre qu'on entend souvent dans le milieu du trading et que nos sources abordent aussi, cette statistique comme quoi environ 90% des traders particuliers finiraient par perdre de l'argent. Si on suit le raisonnement qu'on vient de développer, la cause principale de cet échec massif, ce serait donc pas un manque de connaissances techniques? Ou l'incapacité à trouver une bonne stratégie? C'est ça. D'après l'analyse des extraits, le problème fondamental pour cette grande majorité, c'est pas un déficit intellectuel ou technique. Beaucoup de ces traders qui échouent, en réalité, ils ont des connaissances solides, parfois même avancées. Le vrai talon d'Achille, ce qui fait tout dérailler, ce sont les réactions émotionnelles, Incontrôlé? qui viennent saboter leur propre plan. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les sources identifient des coupables très clairs dans ce processus d'auto-sabotage. Et quels sont ces coupables émotionnels alors qui sont pointés du dos là? Alors, il y en a principalement 4, des grands classiques. Premièrement, la peur. Surtout la peur de perdre, bien sûr. Elle peut paralyser, faire hésiter à prendre un bon trade ou, comme on disait, pousser à couper ses gains trop tôt de peur que le marché reprenne tout. On assure une petite victoire, mais on rate les grands mouvements. Deuxièmement, l'avidité, ou l'espoir irrationnel, on pourrait dire. C'est le revers de la médaille. Elle pousse à laisser courir les pertes beaucoup trop loin, au-delà du stop-loss, ce niveau où on avait décidé de couper si ça tournait mal. On espère, contre toute logique, un retournement miracle. L'avidité, ça peut aussi être vouloir toujours plus, ignorer les signaux de sortie raisonnables. Troisièmement, l'ego. Ah, l'ego. Surdimensionné ou blessé, ça peut faire des ravages. Il empêche d'admettre qu'on a eu tort. Couper une perte rapidement comme le plan le demande, ça devient une blessure narcissique. C'est dur. Le besoin d'action constante, l'incapacité à attendre la bonne opportunité. Ça conduit à forcer les trades qui ne correspondent pas aux critères juste pour être dans le marché, pour faire quelque chose. Et ça, c'est souvent une source de pertes inutiles et de grosses frustrations. C'est une description très juste, oui, de ce débordement émotionnel. C'est ça que les sources mettent au cœur de l'échec. Donc ce n'est pas la stratégie elle-même qui est mauvaise dans la plupart des cas. C'est son application, cohérente, disciplinée. C'est cette application qui est systématiquement compromise par ce flot d'émotions pas maîtrisées. Les textes utilisent une opposition très parlante pour bien enfoncer le clou. Un trader sans contrôle émotionnel peut ruiner la meilleure stratégie du monde. À l'inverse, un trader avec une discipline de fer peut réussir à être rentable même avec une stratégie, disons, moyenne. Cette comparaison elle montre bien l'importance absolument capitale de la maîtrise de soi, de la gestion de ses propres biais, de ses réactions instinctives face à l'incertitude, au risque. La discipline, en fait, semble plus importante que la sophistication de la méthode. Ça implique une approche de l'apprentissage du trading qui est radicalement différente. Alors, si la clé, c'est pas seulement la technique, mais surtout la maîtrise de soi, comment ça change la perspective de celui ou celle qui veut réussir? Ah ben, ça change fondamentalement la question qu'on doit se poser. Les extraits décrivent bien cette différence d'approche entre, disons, le trader amateur et le trader professionnel au sens de l'état d'esprit, pas forcément du statut. L'amateur typique, il se demande tout le temps quelle est la bonne stratégie, où je peux trouver la méthode qui marche à tous les coups, c'est quoi l'indicateur secret des pros. Sa recherche est tournée vers l'extérieur, il cherche une solution technique miracle. Le pro, ou celui qui veut le devenir, selon cette approche psychologique, il se pose une question très différente. C'est plutôt comment je dois évoluer personnellement, qui je dois devenir pour être capable d'exécuter une stratégie, n'importe laquelle, du moment qu'elle est raisonnable et testée de manière cohérente et disciplinée, jour après jour, trade après trade, malgré les hauts et les bas normaux du marché et mes propres émotions. La quête devient interne. C'est plus seulement savoir quoi faire, mais être capable de le faire. Encore et encore. Si on prend un peu de recul, on voit bien comment la mentalité qu'on adopte, l'identité qu'on se construit face au risque, ça conditionne presque automatiquement nos actions. Vous pourriez donner des exemples concrets de comment cette identité mentale peut programmer les résultats, comme le disent les sources? Comment une certaine façon de penser mène quasi inévitablement à certains comportements sur le marché?
Oui, les exemples donnés sont assez directs, ils illustrent bien ce lien de cause à effet. Par exemple, si l'identité qui domine, c'est celle du chercheur de gains rapides, obsédé par l'idée de devenir riche vite, eh ben ça va se traduire naturellement par des entrées impulsives. On saute sur la moindre petite occasion perçue, sans attendre les confirmations, les bonnes configurations prévues par la stratégie, de peur de rater le gros coup. Autre exemple, si l'identité est marquée par une grosse peur de perdre, une aversion au risque trop forte, ça peut mener à des trucs comme déplacer ou même enlever son stop-loss au dernier moment quand le marché approche. On transforme une petite perte contrôlée en perte potentiellement énorme. Ou bien, comme on l'a dit, le fameux revenge trading. C'est une réaction émotionnelle directe à la douleur de la perte, le besoin de récupérer tout de suite ce qu'on a perdu. Troisième cas, un ego blessé par des pertes. Ça peut rendre le trader complètement fermé à toute remise en question. Il s'accroche à son idée de départ, il cherche les infos qui confirment ce qu'il pense, il ignore les signaux contraires du marché, parce qu'admettre son erreur, c'est trop dur pour son image. Et enfin, un esprit joueur. Quelqu'un qui est plus attiré par l'excitation, le frisson du pari, que par la construction patiente d'un avantage statistique. Lui, typiquement, il va faire du saut de stratégie permanent. Dès qu'une méthode a une série de pertes, ce qui arrive à toutes les stratégies, c'est normal, hop, il l'abandonne et passe à la suivante. Il cherche celle qui ne perd jamais. Sauf qu'elle n'existe pas. Du coup, il ne maîtrise jamais vraiment aucune approche. Dans tous ces cas, on voit bien comment l'identité mentale en dessous, elle façonne presque automatiquement le comportement sur les marchés. Et donc, les résultats qu'on obtient. Ce n'est pas juste une question de volonté sur le moment, c'est une structure psy plus profonde qui guide les actions. D'accord. Alors si on essaie de résumer un peu tout ça, le message fort qui ressort de ces extraits, c'est que le travail le plus important pour quelqu'un qui veut trader, ce n'est peut-être pas cette chasse sans fin à la stratégie ultime ou à l'indicateur magique. L'élément le plus critique, celui qui ferait vraiment la différence pour réussir sur la durée, ce serait ce travail sur soi. Cultiver la discipline, apprendre à reconnaître et à gérer ses propres émotions face à l'incertitude, aux pertes qui sont inévitables, et construire petit à petit une identité de trader capable d'appliquer un plan méthodiquement, constamment, quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est bien ça l'idée maîtresse, cette primauté de l'introspection, du développement personnel sur la pure technique? C'est tout à fait ça. L'idée n'est pas de dire que la stratégie ou la technique ne compte pas. Attention, bien sûr qu'il faut une méthode qui ait un avantage statistique qui soit prouvé, mais les sources insistent vraiment sur le fait que cet avantage, il ne peut donner des résultats concrets et réguliers que si la personne, l'opérateur, est psychologiquement équipée pour l'appliquer. Avec rigueur. Sans cette solidité intérieure, même la meilleure stratégie du monde, elle restera lettre morte, ou elle sera sabotée. Du coup, développer la bonne psychologie, ça devient la compétence clé. La plus importante peut-être. Bon, pour conclure cette exploration qui était vraiment éclairante, je trouve, retenons les points essentiels qui se dégagent de psychologie et succès en trading. Premièrement, la psychologie individuelle, l'identité, l'état d'esprit semblent avoir plus d'impact sur les résultats que la stratégie elle-même. Deuxièmement, le marché dans la pratique, il récompense pas forcément la complexité analytique, mais plutôt des qualités comme la patience, la maîtrise émotionnelle, la discipline dans l'exécution. Troisièmement, l'échec fréquent en trading, ce fameux chiffre des 90%, serait souvent dû non pas à un manque de savoir technique, mais à ce débordement émotionnel, peur, avidité, ego, impatience, qui vient court-circuiter la logique du plan. Et enfin, peut-être le point le plus actionnable, l'objectif principal devrait moins être de trouver la stratégie parfaite que de devenir le type de personne capable d'exécuter un plan raisonnable de manière cohérente et imperturbable. Absolument. Et toute cette discussion sur l'importance cruciale de l'identité, de la discipline, de la gestion des émotions dans un environnement aussi difficile que le trading, ça soulève une question qui dépasse le cadre strict des marchés financiers en fait. Si cette capacité à maîtriser ses impulsions, à rester fidèle à un plan, malgré l'incertitude, la tentation, à gérer la peur et l'avidité, si c'est si fondamental pour naviguer les défis du trading, ne pourrait-on pas se demander à quel point ces mêmes qualités psychologiques sont aussi déterminantes pour réussir, pour s'épanouir dans d'autres domaines de la vie, ceux où les enjeux sont élevés et où les émotions sont fortes aussi? C'est une excellente question pour finir. On pense tout de suite, oui, à l'entrepreneuriat, avec ses montagnes russes constantes, au sport de haut niveau, où la pression mentale est énorme, à la gestion de projets complexes, de situations de crise, même dans nos relations personnelles, finalement. Exactement.
Partout où on est confronté à l'incertitude, au risque, à devoir prendre des décisions sous pression, et où nos propres émotions peuvent devenir nos pires ennemis si on ne les comprend pas et si on ne les gère pas. Peut-être que l'arène du trading, avec son retour d'information immédiat et parfois brutal, agit simplement comme un miroir grossissant, un miroir de ces défis psychologiques universels et des qualités qu'il faut pour les surmonter. C'est une piste de réflexion intéressante à garder. Le travail sur soi qu'exige le trading pourrait avoir des bénéfices bien au-delà des simples gains financiers.